Chapitre 32, deuxième partie. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo le partage, l'héritage légal. Nous allons voir maintenant l'héritage, la manière de partager ses biens de manière volontaire et non plus de par la loi. Nous avons tout d'abord le testament, c'est ce qui est le plus connu à partir de l'article 467. Ce testament va permettre de prévoir une répartition différente de ce que la loi prévoit. Par exemple, nous pouvons donner à des personnes qui ne sont pas des héritiers légaux, des amis, une association, ou alors à l'intérieur des héritiers légaux, on peut favoriser un des héritiers, une des héritières. Attention, le testament peut être en tout temps modifié, annulé ou remplacé par un autre, sachant que le dernier testament en date et valable va automatiquement annuler le précédent. Pour pouvoir faire un testament, c'est très simple. Il faut être majeur et capable de discernement. Comment faire un testament ? Il y a 3 sortes de testaments. Le testament holographe, le public et le testament oral. Le testament holographe, c'est le plus simple. Il doit être écrit à la main en entier, on ne peut pas le faire à l'ordinateur. Il doit être daté et signé de la main du testateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à sa place. Pourquoi écrit à la main ? Eh bien, comme la personne doit être capable de discernement, ça peut donner un indice. Est-ce que l'écriture a changé ? Est-ce que la personne était malade, une maladie dégénérative, que sais-je ? Autre testament, c'est ce qu'on appelle le testament public. Pour le testament public, on doit aller devant un notaire et nous devons avoir 2 témoins, ce qui n'est pas le cas pour le testament holographe. C'est une bonne garantie car ce testament va rester chez le notaire et c'est d'ailleurs le notaire qui va ensuite ouvrir la succession devant les héritiers légaux ou institués. Et enfin, ce que l'on appelle le testament oral est bien plus rare, puisque c'est dans des cas exceptionnels, par exemple un danger de mort, un danger de guerre, quand on n'a pas le temps matériel pour pouvoir faire un testament classique. Dans ce cas-là, tout de même, nous devons avoir 2 témoins, et ces témoins ne doivent pas être des héritiers. Sinon, évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas menti au moment de mettre les dernières volontés par écrit ? Si la personne survit, elle a 2 semaines pour pouvoir confirmer ce qu'elle a dit à l'oral. Sinon, il s'annule. Le pacte successoral, c'est autre chose. Avec le pacte successoral que nous avons à l'article 494, eh bien, la personne qui prépare la répartition de ses biens le fait avec les personnes qu'elle veut mettre dans son pacte. Une espèce de testament à plusieurs. Ce ne serait pas le terme exact, mais c'est pour donner une image. Par exemple, si dans une famille, on a plusieurs maisons ou différents biens qui pourraient favoriser ou qui pourraient intéresser l'un ou l'autre héritière, on peut se dire qu'on peut se mettre autour d'une table et regarder ensemble ce qui serait le mieux pour tout le monde. Ceci aussi afin d'éviter d'éventuelles disputes au moment de l'ouverture de la succession. Et ainsi aussi, les personnes, les futurs héritiers, les futures héritières peuvent disposer de ces biens avant le décès de la personne. Attention, dans le pacte successoral, tout le monde doit être d'accord. C'est à l'unanimité. Sinon, ce n'est pas valable. La quotité disponible. La quotité disponible, c'est peut-être le point qui rencontre le plus de difficultés. Et ça a changé en plus, les quotités ont changé depuis le 1er janvier 2023. Voyons cet article 471. C'est dans cet article-là que nous allons voir quelle est la réserve des parts. Car enfin, quotité disponible parle des réserves. C'est l'autre face de la même médaille. La quotité disponible, c'est ce dont on peut disposer. On peut se mettre en tête quantité disponible, même si ce n'est pas le terme exact. Le terme exact est quotité disponible. C'est la part qui est libre, la part dont on peut disposer pour donner à qui l'on veut. Alors voilà la situation. Jusqu'en 2022, ça, c'était la situation s'il y avait un conjoint et des enfants des descendants. On avait vu que pour le conjoint, il avait droit à la moitié de la succession et les enfants avaient droit à l'autre moitié de la succession.
Jusqu'à fin 2022, la moitié de la part légale, donc la moitié de la moitié, ça fait un quart, était la part réservée. On n'y touche pas. Pour les enfants, c'était 3/4 de leur part légale, donc 3/4 d'une demi, 3/8, on ne pouvait pas la toucher. Donc, ce dont on pouvait disposer, c'était 3/8. À partir de maintenant, 1er janvier 2023, ça change. Pas pour le conjoint. Là, ça reste la même chose. Le conjoint a toujours, comme réserve, on ne touche pas, la moitié de sa part légale. Pour les enfants, ça change. Leur réserve diminue. Ils avaient 3/4 de leur part légale, maintenant ils n'ont plus que la moitié de leur part légale. Le pendant de ce changement, c'est que la quotité disponible a augmenté. On est passé de 3/8 à 1/2. Une remarque par rapport à cela, qu'on verra à la fin de cette vidéo, nous voyons que si par exemple le bien réside en un immeuble, une maison, eh bien il y a une possibilité de faire en sorte que le conjoint puisse rester dans la maison, même si les enfants se disent « Tiens, moi j'aimerais bien ma part du gâteau ». Nous verrons à la fin que le conjoint ici, par exemple, pourra avoir sa part, plus la quotité disponible, ici, et la part réservée aux enfants, on va y mettre ce qu'on appelle un usufruit. Nous verrons à la fin de la vidéo ce que c'est que cet usufruit. Voilà un tableau plus général par rapport aux différentes parentèles. Donc ici, s'il n'y avait que des descendants, nous voyons qu'avant c'était 3/4, maintenant 1/2. Pour le conjoint, ça n'a pas changé. Ça change en revanche pour la deuxième parentèle, père et mère, qui étaient réservataires jusqu'en 2022, pas les frères et sœurs. Juste les pères et mères étaient réservataires. La moitié de leur part légale était réservée. Maintenant c'est fini, ils ne sont plus réservataires. Donc voici ici, s'il y a des descendants et un conjoint, avant nous avions cette répartition-là avec une quotité disponible de 3/8. Maintenant nous avons une quotité disponible d'1/2. Et ici, si c'est le conjoint, uniquement le conjoint, eh bien nous avons une quotité disponible qui augmente ici à 5/8. Alors, pour finir, les différents termes, et nous allons voir justement ce que c'est que cet usufruit. Vous vous rappelez que si on veut laisser la maison au conjoint, il y avait la part réservataire du conjoint, il y avait la quotité disponible, et je vous disais que la part réservataire des descendants, des enfants, on pouvait la frapper d'usufruit. Un usufruit, cela signifie quoi? Cela signifie que l'on peut user du fruit, mais on n'était pas propriétaire. On n'est pas non plus locataire parce qu'on ne paye pas de loyer. Donc, le conjoint survivant, il est aux 3/4, il est réservataire, il est propriétaire du bien, de la maison, et la part qui revient aux enfants, il est usufruitier. Ça veut dire qu'il peut rester dans la maison. Les enfants ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas récupérer. Ils ne peuvent pas empêcher le conjoint survivant de rester dans cette maison. C'est la différence avec ce qu'on appelle la nue propriété. Quand on est propriétaire, on peut user et abuser du bien, c'est-à-dire on peut par exemple le vendre ou même le détruire. Ce que l'on appelle l'exhérédation, c'est en fait comme déshériter quelqu'un. Exhérédation, on va faire en sorte qu'un des héritiers légaux soit banni de la succession. Bien sûr, ça ne se fait pas de manière légère. Il faut que cet héritier légal ait commis une infraction grave, une infraction pénale ou une infraction au droit de la famille grave. Ce qu'on appelle aussi la donation. Par exemple, si un parent est âgé, ses enfants arrivent à 40, 50 ou même plus, et qu'ils auraient besoin de quelque chose de leur vivant, enfin du vivant du parent, eh bien on peut faire une donation si ça aide l'enfant, parce que c'est maintenant peut-être qu'il en a besoin et pas forcément plus tard, mais évidemment que ce sera compté dans le partage final. Si par exemple on a déjà donné 100 000 francs à un des enfants pour qu'il puisse acheter sa propre maison, pour une avance de fonds propres, eh bien ce sera décompté au moment du partage. Tu devais avoir 800 000 francs, ok, mais tu as déjà reçu 100 000 francs, donc il te reste 700 000 francs.
Ce que l'on appelle la dévolution, c'est transmettre concrètement les biens du patrimoine aux héritiers. Cette dévolution a 3 phases. D'abord, l'ouverture de la succession. Si c'était avec un testament notarié, c'est devant notaire. Après, l'acquisition ou la répudiation de la succession. On accepte ou on ne veut pas. Et après, le partage définitif. Pourquoi est-ce qu'on pourrait refuser un héritage? On appelle ça répudier. Eh bien, c'est par exemple parce qu'il y a trop de dettes. Mais on ne sait pas toujours s'il y a trop de dettes. Ce qui fait que quand on nous annonce un héritage, si on est héritier de cet héritage, on peut demander l'inventaire pour être sûr et on fait la balance entre les actifs et les passifs pour savoir si oui ou non on va accepter ou répudier cet héritage. On a 3 mois ensuite pour répudier cet héritage. Ce que l'on appelle aussi wari. La wari, c'est la communauté des héritiers. Ils forment une communauté, qu'ils soient 2, 3, 15, 20, ils forment une communauté et la loi prévoit que cette communauté doit prendre des décisions à l'unanimité et non pas à la majorité. Dans la wari, on prend les décisions à l'unanimité. Et ce sera tout pour aujourd'hui.